Allez, aujourd'hui on va décortiquer ensemble l'un des avions les plus légendaires jamais construits, le SR-71 Blackbird. C'est une pure merveille d'ingénierie qui, même des décennies plus tard, semble tout droit sortie d'un film de science-fiction. On va voir comment, en pleine guerre froide, une machine a pu devenir littéralement intouchable. Pour commencer, accrochez-vous bien aux chiffres. Sa vitesse de pointe, plus de 300 km/h. C'est Mach 3.2. Pour se faire une idée, c'est plus rapide qu'une balle de fusil. L'avion pouvait traverser les États-Unis d'une côte à l'autre en à peine plus d'une heure. C'est juste ahurissant. Et puis, il y a l'altitude, 26 000 mètres. Là, on n'est plus dans le ciel, on est vraiment à la frontière de l'espace. À cette hauteur, le ciel devient violet foncé et on voit la courbure de la Terre. Imaginez un peu la vue depuis le cockpit. C'était une perspective que seuls les astronautes connaissaient à l'époque. Et c'était ça son premier bouclier. Il évoluait là où presque personne ne pouvait l'atteindre. Et là, on touche peut-être au truc le plus fou de son histoire. Il y a eu plus de 4000 tentatives pour l'abattre, que ce soit avec des missiles ou des chasseurs, et pas un seul Blackbird n'a été perdu au combat. La procédure d'évasion standard face à une menace était d'une simplicité désarmante. Le pilote mettait simplement les gaz à fond et accélérait. Les missiles ne pouvaient juste pas suivre, c'était une course perdue d'avance pour eux. Ce qui nous amène à la question centrale. Comment est-ce possible? Comment des ingénieurs, avec les outils des années 60, ont-ils pu concevoir une machine qui reste, à bien des égards, inégalée aujourd'hui? C'est cette énigme qu'on va essayer de résoudre. Bon, le premier gros morceau, le casse-tête numéro 1, c'était les moteurs. Parce qu'un turboréacteur, même le plus puissant du monde, ça ne peut pas fonctionner si l'air qui rentre dedans est supersonique. Il faut absolument le calmer, le ralentir. Mais comment on fait ça quand on file à plus de 3 fois la vitesse du son? Le problème, c'est la physique. Pure et simple, l'onde de choc. En fendant l'air à cette vitesse, le Blackbird crée des ondes de choc hyper violentes. Si on laissait cet air turbulent et compressé entrer directement dans le moteur, ce serait comme essayer d'allumer une allumette au milieu d'un ouragan. Tout s'éteindrait sur le champ. Il fallait donc trouver un moyen de prédigérer cet air. Et la solution qu'ils ont trouvée, c'est un pur chef-d'œuvre. Le cône d'entrée d'air mobile, le fameux Spike. C'est un cône énorme qui avance ou qui recule sur 66 cm pour placer l'onde de choc au millimètre près. Ensuite, la géométrie de l'entrée d'air est conçue pour faire rebondir les ondes de choc et forcer l'air à ralentir, juste avant qu'il n'atteigne le moteur. C'était une sorte de ballet mécanique d'une précision folle, géré par un ordinateur analogique hyper rudimentaire. Une vraie prouesse pour l'époque. Et le résultat est juste incroyable. Ce système était tellement efficace qu'à vitesse de croisière, c'est lui qui générait la plus grosse partie de la poussée de l'avion. Le réacteur en lui-même ne fournissait plus que 17% de la puissance. Le reste venait de la pression de l'air sur le cône et de l'éjecteur. En gros, à pleine vitesse, le Blackbird devenait une sorte de statoréacteur. Et là, attention, voilà le paradoxe ultime de cet avion. Il devenait plus économe en carburant à mesure qu'il accélérait. Son rendement était meilleur dans les conditions les plus extrêmes, c'est complètement contre-intuitif, mais c'était ça, le génie du design. Ok, un moteur révolutionnaire, c'est bien beau, mais il faut une carlingue qui tienne le coup, qui puisse survivre à cet environnement infernal du vol à très haute vitesse. Le deuxième grand défi, c'était donc de construire le corps de la bête. Plus de 370 degrés Celsius. C'est la température que la carlingue devait encaisser à cause du frottement de l'air à Mach 3.2. C'est assez chaud pour faire fondre du plomb. Un avion classique en aluminium se serait tout simplement désintégré. Les solutions, encore une fois, étaient complètement folles. La structure était faite à 93% de titane, un métal qui, à l'époque, était super exotique et très difficile à travailler. Et l'ironie de l'histoire, c'est que le titane était tellement rare aux États-Unis que la CIA a dû créer des sociétés écrans pour en acheter en secret à l'Union soviétique, l'adversaire même que le SR-61 allait espionner. Et pour gérer la dilatation thermique, alors là, c'est une autre histoire. Les panneaux de la carlingue n'étaient pas parfaitement ajustés. Du coup, au sol, avant une mission, le Blackbird fuyait son carburant en permanence. Il y avait des flaques partout sur le tarmac. L'avion ne devenait vraiment étanche qu'une fois en l'air, à 26 000 mètres et à Mach 3, quand la chaleur avait fait gonfler le métal et avait tout scellé. Au-delà de la chaleur, il y avait la question de la détection, bien sûr. La forme si particulière de l'avion, ce n'était pas juste pour le style. Ses bords anguleux et ses deux dérives inclinées vers l'intérieur, tout ça était pensé pour dévier les ondes radar, au lieu de les renvoyer vers l'émetteur. C'était une des toutes premières formes de furtivité, des décennies avant les avions comme le F-117. On a beaucoup parlé de la machine, mais et les humains là-dedans? Pour le pilote et l'officier des systèmes de reconnaissance, chaque vol était un défi physique et mental absolument extrême. Les pilotes, eux, portaient de vraies combinaisons d'astronautes,
pas moins que ça. Elle leur fournissait de l'oxygène et maintenait une pression suffisante pour survivre en cas de problème. D'ailleurs, les pilotes devaient suivre un régime spécial, riche en protéines, pour limiter les gaz intestinaux, qui pouvaient se dilater de manière dangereuse à cette altitude. Chaque détail était crucial. Mais voilà, tout ce système reposait sur un équilibre hyper précaire. Un équilibre qui, parfois, pouvait se rompre brutalement. Et quand ça arrivait, les conséquences étaient immédiates et d'une violence inouïe. C'est ce qu'on appelait le inlet unstart, et c'était la hantise des pilotes. En gros, l'onde de choc était brutalement expulsée du moteur. La poussée de ce côté de l'avion disparaissait en une fraction de seconde. L'appareil était alors projeté sur le côté avec une telle force que le casque des pilotes venait s'écraser contre la verrière. Un pilote a dit que c'était comme se faire percuter par un train de marchandises en plein ciel. Alors, au final, qu'est-ce qu'on retient du Blackbird? Que ce n'était pas juste un avion rapide, c'était une collection de solutions de génie à des problèmes que beaucoup de gens, à l'époque, pensaient tout simplement insolubles. En fait, quand on regarde bien, pour chaque obstacle majeur au vol à Mach 3, l'équipe légendaire de Skunk Works a inventé une solution qui n'était pas seulement fonctionnelle, mais souvent élégante et complètement radicale. Chaque pièce de ce puzzle technologique était une révolution en soi. Et ça nous amène peut-être à la leçon la plus importante de toute cette aventure. Le SR-71, c'est le produit d'un moment unique dans l'histoire. Il y avait un besoin urgent, des ressources quasi illimitées et surtout un groupe d'esprits brillants qui ont eu la liberté de repousser absolument toutes les limites. Une convergence qui, comme le dit la source, est exceptionnellement rare. Du coup, ça nous laisse avec une question, pour nous, aujourd'hui. Quand on regarde notre époque, quels sont nos Blackbirds ? Quels sont ces projets qui redéfinissent ce qu'on croyait possible et dont on parlera encore avec la même admiration dans 60 ans ? C'est une bonne question.